Place à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Waforican. Bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Pourrait-on dire que c'est une bonne nouvelle quand on sait qu'on procède ce soir même à la libération déjà de 85 voyageurs qui avaient été commis au confinement après voyage donc. Voilà, donc vous corrigez, donc tout à l'heure j'ai écouté sur l'émission 24 ou combien. Je pense qu'ils sont au total 85 répartis sur un certain nombre d'hôtels, 2 ou 3 hôtels, qui vont devoir être libérés, qui le sont déjà dans les instants passés ou bien qui vont devoir l'être dans les instants à venir. Ouais. En tout cas, ils ont 85 à regarder chez eux. Donc, fini pour eux la quarantaine, mais pas fini pour eux la rigueur. Je pense que ceux-là doivent être pour nous des conseillers, des personnes, des conseillers, hein, des coachs, des instructeurs. Ils doivent aider les populations à comprendre l'exigence du respect de ces règles-là. Ils ont été pris par la plupart pris en charge par l'État pendant 14 jours dans des hôtels, pas de moindres. Je pense quand même que c'est un effort national qui a été fait pour préserver leur santé et par-delà la santé publique. Donc, je pense qu'au-delà de la liberté qu'ils recouvrent et qui est toujours une bonne chose, il faut saluer, il faut les inviter à poursuivre les règles de rigueur en la matière, et puisqu'ils ont été dans des conditions de rigueur, bon évidemment, ou alors de vacances, un peu en résidence surveillée. Donc, ils ont expérimenté un certain nombre de choses, les conditions de prise en charge sanitaire, les suivis, tout ça, je pense qu'ils doivent plutôt essayer de l'implémenter dans leur vie d'abord, chez eux, à la maison, autour d'eux. Et par exemple, je suis sûr que quand ils étaient en confinement, ils ne recevaient pas des amis. Alors c'est quand même difficile, dommage qu'une fois rentré chez eux, ça remplisse le salon, ça piaille, ça crie, ça râle, alors que tout ça là peut lancer des particules il y en a peut-être qu'ils peuvent rattraper, et peut-être que puisque s'ils n'ont pas fait la maladie, ça veut dire qu'ils peuvent toujours la faire, donc ils peuvent rattraper encore des particules. Alors donc, est-ce que c'est nécessaire? Voilà la question. Est-ce que c'est nécessaire de faire tout ça? Donc, on est dans une période délicate, difficile. Il faudrait que, bon, au-delà de la joie de retrouver les siens, qu'il y ait de la rigueur dans le comportement. On est en train de parler de nouveaux cas, en attente donc de confirmation. Est-ce que le dispositif est-il défaillant ou les populations justement se faufilent entre ce qui est établi comme cordon sanitaire? Non, ne mélange pas. Les nouveaux cas étaient attendus. Je pense que je vous l'avais déjà dit 1, 2, 3 fois au moins. Et en début de semaine, je vous disais que cette semaine était décisive parce qu'on retourne au premier cas. Et on voit un peu... Parce que le premier cas a laissé des traces, sans doute. Le deuxième cas a laissé des traces. Il va falloir gérer l'aboutissement de la quinzaine de mise en quarantaine de ces cas-là. Donc, naturellement, on aura d'autres cas. C'est une évidence. Je suis sûr, convaincu qu'au niveau du dispositif national mis en place, il y a une projection. C'est normal. Le gouvernement a commandé 200 kits de réanimation. Nous l'avait dit le Conseil des ministres, la communication gouvernementale. Donc, c'est pour dire quoi? En ce moment-là, il y a une projection qui a été faite en termes de prévision, et peut-être quelques mesures donc de sécurité prises pour commander les 200. Alors, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Parce que on parle de 13, on parle de 15, mais imaginez que c'est la seule journée du 1er avril, on est passé à 7 nouveaux cas. On peut aller à 15 nouveaux cas un jour, comme on peut aller à 20, comme on peut aller à 50 nouveaux cas. Tout simplement parce que il y a d'abord ceux qui ne respectent pas les règles de confinement. Ceux qui entrent dans le pays par des voies détournées, pas des rues, pas des voies détournées, des voies frontalières, mais qui ne sont pas nécessairement... On ne peut pas suivre toute la frontière. Donc ils rentrent chez eux porteurs du virus et ils le propagent. Les porteurs, c'est comme beaucoup peuvent porter le virus sans faire la maladie, mais ils le transmettent. Voilà, donc... Le nombre de cas, c'est pour ça que vous avez toujours un nombre de cas déclarés.
toujours déclarés, parce que les autorités sont conscientes que tous ces cas ne sont pas déclarés. Il y a des gens qui vont faire la maladie sans savoir qu'ils ont fait la maladie. Qu'ils ont eu le virus, sans savoir qu'ils ont eu le virus, tout simplement parce que ils ont fini par leur système immunitaire a fini par s'habituer et pas donc neutraliser. Mais après, il y en a, ils ont partagé peut-être à une vingtaine, trentaine, qui eux ont partagé aussi. Donc, les jours à venir vont être... C'est pour ça que vous allez comprendre, et nos populations doivent comprendre, et ceux qui banalisent le phénomène doivent comprendre que lorsque tout un pays, lorsque le monde entier s'arrête pour un truc, ce n'est pas une affaire venue de Dieu, c'est très loin des histoires que j'entends, que c'est Dieu, que c'est ci, c'est ça, c'est les hommes, c'est le ci, c'est ça, mais ça c'est être irresponsable à un niveau totalement élevé de l'humanité de l'homme, je veux dire, donc à l'heure, c'est d'être inconscient que de voir toute cette mobilisation mondiale et penser que ça puisse être une affaire purement qu'il faut confier à Dieu. Il faut la prière, sans doute, on doit accompagner les gestes de prière, c'est-à-dire que Dieu exauce les actes si vous êtes croyant. Mais après, il faut agir. Si vous n'agissez pas, même dans la Sainte Bible, il a bien dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de s'asseoir les deux pieds contre le mur et se promener, se pavaner, dire, bon Dieu, Dieu est là, Dieu va aider. Dieu. Si l'Église même a eu à prendre des mesures de prévention de la propagation, c'est pour montrer quand même que la prière collégiale, là où 2, 3 se rassemblent, dit-on dans la Bible, je suis là. Et bien si l'Église a estimé qu'on peut prendre des mesures aussi radicales que la fermeture, que la suspension des cultes, c'est pour dire que la situation, elle est critique. Alors est-ce que les gens, les incrédules ne peuvent pas comprendre ça? Parce que ce qui se passe là, la gestion de la suite dépendra toujours de cette règle, de cette rigueur. Cette rigueur, parce que si les gens se faufilent, il va falloir créer une nouvelle dynamique autour des cordons. Le cordon sanitaire ne va plus nécessairement être dans certaines communes, mais c'est sur toutes les zones frontalières où un cordon net doit se créer avec interdiction de passer. Parce que les gens vont rentrer. Et d'ailleurs, on peut y arriver parce qu'on était à 8 communes prévues par le cordon. On est passé à 10 et à 12, donc on pourrait toujours... Non, il y a une équipe, donc comme je dis, l'équipe officielle, le gouvernement travaille bien, l'équipe officielle, il y a le dispositif en place, fait son travail naturellement. Mais ils ne peuvent tout prévoir, ils ne peuvent tout faire si les populations l'accompagnent. Et ça, c'est le message, je pense que ce message ne doit souffrir d'aucune répétition. A dit qu'il faut répéter, je veux dire, pour me faire plus clair, il faut répéter et répéter au point d'agacer que le comportement individuel est important. On apprend que les gens violent le cordon sanitaire. Des chauffeurs de taxi indélicats, c'est quand même annoncé par l'agence Bénin Presse. Ça veut dire que c'est une information à prendre au sérieux. Ça veut dire que les gens violent le cordon sanitaire. Il y a des chauffeurs de taxi qui se faufilent, qui utilisent des voies détournées. Alors eux, ils ne pensent qu'à eux, ils pensent à leurs revenus. Et les populations qui se déplacent ne pensent qu'à leur programme. Mais ils ignorent qu'ils peuvent aller attraper le mal. Ils ignorent que donc, parce qu'ils vont attraper, ils vont le donner à d'autres. Et ça, du coup, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus de responsabilité, de retenue, pour ces courts instants, pour que tout le monde se porte au mieux? Donc voilà le message. Donc, je vous ai dit, gardez ceci, je le répète depuis le début de la semaine, que cette semaine, la prochaine, vont être les plus délicates, d'où, vous voyez, le gouvernement a pris cette décision, c'est jusqu'au 12. Oui, donc, en réalité, comme je vous ai dit, le dispositif travaille, il fonctionne, ils sont à pied d'œuvre, ils vont venir, ils anticipent. En réalité, c'est ça. Donc, nous allons, ces cas-là vont croître. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut qu'on se la mette en fait. Il faut que tout le monde se la mette en disant, mais maintenant, c'est comment, le problème c'est quoi? C'est comment faire en sorte qu'il n'y ait même pas un seul porteur de virus qui se promène. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est au-delà donc. Alors, on se dit, mais puisque des fous et des incrédules vont se promener, alors nous préservons-nous. D'où ces gestes barrières qu'il va falloir renforcer. Oui. Je pense qu'on va devoir passer à l'écran et masqué, tout simplement parce que il va falloir peut-être qu'on renforce ces mesures pour que les gens comprennent que c'est difficile, c'est important d'y aller. Parce que si des gens se promènent avec ça, il va falloir peut-être que d'autres s'en prémunissent. Parce que si eux se prémunissent,
c'est qu'ils privilégient leur famille, Oui. et ils privilégient leurs proches, et donc on va réduire. Il ne faut pas qu'on en aille, parce que sinon, atteindre le seuil de 200 n'est pas loin. C'est facile, c'est très facile d'y aller. Un seul jour, le Burkina a connu une 80aine de cas. Alors donc, c'est pour vous dire que ces jours, c'est faisable également au Bénin, malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Et donc, c'est l'indiscipline des citoyens. Parce que justement, la responsabilité, le chef de l'État l'a rappelé encore, et vous le rappelez aussi, la responsabilité, elle est individuelle, elle est collective, mais elle est individuelle d'abord. Absolument. C'est l'indiscipline individuelle qui va nous amener à des mesures radicales de type confinement. De l'autre côté, il y a un couvre-feu qui est lancé. Donc, alors donc, ces mesures sont très radicales, sont trop radicales. Et ça, c'est compliqué. Si on fait couvre-feu, ça veut dire quoi? On veut voir personne. Mais ça, je pense, je crains que si au Bénin, les gens ne se disciplinent pas, on va y arriver. On va y arriver. Si les Bénins ne se disciplinent pas, quand je vois ce qu'on voit dans nos marchés, j'ai écouté un reportage où le monsieur dit, mais on leur dit ça, on leur dit, mais ils ne veulent pas nous croire. La distance de sécurité. Personne ne veut le respecter. Ça veut dire quoi? Que ces gens-là, dès qu'ils continuent, les autorités publiques vont peut-être interdire ce type de marché-là, pas tous les marchés, mais ces marchés-là, oui. Parce qu'il y a dans certains marchés, les mesures sont respectées. Oui. Mais là où ce n'est pas respecté, il faut qu'ils comprennent. Alors, et c'est là qu'ils vont commencer à crier, demander à l'État de faire, qu'est-ce qu'on va manger, ma femme à la maison, les enfants. Quand on vous laisse le dispositif, on vous laisse une brèche, on vous ouvre la brèche, et vous ne voulez pas être sérieux dans la brèche. Si on vous laisse des marges de manœuvre compte tenu de la situation de nos réalités, et vous ne voulez pas, si vous devenez un danger pour la santé publique, les gens vont aviser. Voilà, donc on a quitté le démarrage. Au départ, on a quitté des mesures d'autodiscipline, hein, et quelques orientations du gouvernement. On est parti maintenant à l'isolement de 12 communes, de 8 à 10 à 12. J'ai peur qu'on puisse pas... Cette affaire devrait s'élargir avec d'autres mesures plus radicales. Si les nôtres, si les populations... Il ne s'agit pas de porter un masque, du matin au soir, de le mettre en poche, de le reprendre. Ouais, vous voyez des choses... Il est prévu qu'un masque ferait 3 à 4 heures ou plus. Exactement. Voilà. Et donc, déjà, non seulement ils prennent le masque, un seul masque, mais ils le prennent, ils le mettent, ils l'enlèvent, vous les voyez dans leurs mains, ils mettent ça en poche, ils ressortent, ils replacent. Mais tout ça, mais ça n'a rien de préventif. Au contraire, je pense que les gens sont incrédules. Ils ont conscience peut-être que quelque chose existe, mais ils sont très incrédules. En fait, ils disent par ailleurs, ils disent peut-être que, bon, 13 cas, ce n'est pas encore beaucoup. Et on dit oui, exactement. Mais ils oublient qu'il y a une semaine, on était à 2 cas. Oui, tout à fait. Ils oublient qu'il y a une semaine, on était à 2 cas. Et que ça peut aller très vite. Très vite. Et là, des mesures radicales vont être prises sans doute parce que la finalité, c'est la santé publique. Voilà, on peut se réjouir aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore de morts, mais des pays connaissent de morts. Pape Diouf nous a quittés. Malheureusement, l'ancien président de Marseille. Oui, écoutez, donc ce que nous disons, c'est justement qu'on n'en arrive pas à ces extrêmes, qu'on n'en arrive pas à ces cas, et on peut continuer à remercier le gouvernement, nos gouvernements, parce que le nôtre, d'autres autour de nous, essayent de faire de leur mieux. Donc pour qu'il y en ait de moins, prions, la dose spirituelle, on peut l'amener là, et essayons d'être rigoureux, pour que cette affaire soit le moins répandu possible, que les cas qui sont connus soient mieux gérés. Eux ils sont gérés, mais le danger c'est les cas qui ne sont pas connus, et que c'est les gens qui s'infiltrent dans la population, les gens qui violent le cordon sanitaire, c'est eux les dangers aujourd'hui. Ils sont pires que la maladie elle-même aujourd'hui. Voilà. Donc, vous avez évoqué Pape Diouf. C'est quelqu'un, si vous avez été de notre génération, déjà, vous avez aimé le football, vous avez suivi l'Olympique de Marseille, et les Africains qui jouaient, qui ont fait la joie d'une bonne partie des gens de ma génération. Je pense que vous ne pouvez pas rester indifférent au décès de Pape Diouf. Les mélomanes ont pleuré Manu Dibango. Je pense que les sportifs doivent pleurer Pape Diouf, un homme de culture, un homme de lettres, un ancien journaliste, un agent de joueur,
un fait négociateur, un fait stratège, un sportif, un dirigeant. Le seul qui ait dirigé un club, le seul Africain à diriger une équipe en Europe. Une équipe en Europe. C'est le seul, unique Africain à présider quand même une équipe dans les championnats les plus célèbres. Et il a fait de l'Olympique de Marseille un club en tout cas envié, puisque les germes semés ont fini par croître et par donner lieu aussitôt pratiquement à son départ. C'était presque, on voyait venir. Oui. Et le club en une année a gagné la Coupe de la Ligue. En 2010 précisément. En 2010, alors qu'il est parti en 2009. Donc a gagné la Coupe du Monde, la Coupe de la Ligue et le championnat de France. Et puis voilà. Mais le passage de tout l'ère de Pape Diouf dans le sport français, de l'étape agent de joueur, membre de l'équipe dirigeante de l'Olympique et président du club, tout ça, quand on doit le compter avec les actes posés, des actes forts. Et je me dis toujours des actes forts pour un Africain, et même s'il est français, il a eu la nationalité, mais des actes très forts pour quelqu'un qu'on ne voyait pas venir. Des actes forts comme envoyer l'équipe B à Paris. Enfin, il veut jouer dans un championnat aussi important et jouer contre une équipe comme le PSG. C'était quelque chose d'extraordinaire. En 2006, c'était vraiment, il venait juste d'arriver et personne ne le voyait faire. Il l'a fait. Ça, je pense, ça permis, bon, ça a énervé beaucoup de personnes, mais ça a permis de montrer au monde du sport que ce monsieur est un homme de poigne, est un homme de qualité, de principe, de règles, de valeurs. Donc voilà, je ne sais pas, les mots nous manqueront pour qualifier le personnage. On aimait bien évidemment le suivre dans ses analyses très belles récemment, effectivement, mais lors de la CAN également, voilà, il a quand même... Oui, depuis qu'il a quitté la tête de l'Olympique de Marseille, bon, il s'est, sur Canal+, il nous a gratifié de quelques analyses. Il ne les ratait pas aussi, hein, tout comme il ne ratait pas Jean-Michel Aulas, qui est le président de Lyon, qui est je pense que c'est le sommet le plus facile auquel il goûtait sérieusement, parce que ils ont été rivaux sportivement, oui. Lyon et Marseille, donc du coup, ouais, personnellement, je pense que c'est une grosse image de l'Afrique, une très belle voix qui s'est éteinte, mais bon, comme la mort, c'est peut-être la suite, la poursuite d'un autre processus, qu'il se réalise pour ceux qui croient qu'il continue à se réaliser, et peut-être que ces lumières rayonnent tous ceux qui l'ont connu et qui, par ailleurs, ont été séduits par son passage par ici. Voilà, on va quitter cette mauvaise nouvelle, l'univers du coronavirus également. On va parler politique. Mouel Bénin, c'est l'un des partis recalés, l'un des partis n'ayant pas satisfait aux exigences de la loi, puisque la Sénat l'a disqualifié pour les prochaines communales et municipales. Mouel Bénin qui voudrait bien se retrouver devant la Cour suprême. Voilà, les voies de recours existent, et donc il faut les emprunter tout de même. Enfin, non, vous me faites rire, parce qu'en utilisant l'expression « voudrait bien », Mouel, il n'aurait plus beaucoup de temps. Il me semble qu'ils sont déjà à 48 heures. Il ne leur reste que cette journée, non, ou demain, au plus. Hein, parce qu'ils disposaient de 3 jours. Voilà, donc est-ce qu'ils sont encore à l'intention ou bien ils sont passés aux actes? Ok, voilà, donc comme vous l'avez dit, les voies de recours existent. Donc ce serait même intéressant parfois, ce serait intéressant d'aller d'emprunter sa voie pour que nous voyions plus clair dans la suite. Donc voilà, donc on attend. Ça veut dire qu'ils sont certains, parce que bon, est-ce que c'est cela? Vous savez, il y a plusieurs lectures. S'ils n'y vont pas, on va dire que bon, peut-être qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en tricherie. Et bon, s'ils vont, ça n'aurait permis, ça n'aurait eu aucun effet négatif que de nous clarifier que la position du juge de contentieux nous permettrait donc d'enrichir
dans le choc normatif tout cours des élections. Donc pour moi, quelqu'un comme moi, je me réjouirais bien d'avoir la lecture de la Cour suprême de un certain nombre de situations par rapport à ces dépôts de candidature. Donc voilà, après, voilà. On verra bien. Globalement, on peut se réjouir de la gestion que la Sénat a faite de ce dossier des candidatures. Ça a été moins rigoriste, ça a été moins rigoureux. Bon, c'est pas mon avis, c'est pas trop mon truc, on en a déjà parlé, mais ça a permis à tout le monde d'avoir son temps pour déposer au moins ça. Donc maintenant, si les trois veulent aller à la Cour suprême, ça nous donnera un surplus d'éléments pour mieux analyser non seulement ces élections, mais pour aborder les autres échéances électorales. Voilà. Nous allons finir en évoquant ce sujet, puisque le Conseil des ministres transmet un projet de loi à l'Assemblée nationale. Nous allons vers la création donc du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Cette structure qui remplacera l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. On était sur cette voie. Aujourd'hui, maintenant, on est dans les choses les plus sérieuses avec Napoléon Maforicant. Écoutez, pour moi, c'est pas le nom qui compte, c'est le contenu. J'ai écouté le ministre. Pour le moment, on ne peut rien dire que, bon, voilà, comme on sait bien qu'il y a une restructuration en cours, il faut attendre sans doute la restructuration, il faut attendre peut-être le contenu lié au projet de loi et peut-être voir, pour savoir un peu quel est. Mais il y a quand même un indicateur, hein, on dit la prévention, au commissariat à la prévention. Donc au moins là, c'est très clair, c'est un organe de prévention et de dénonciation, un peu comme l'ANSC alors. Donc l'ANSC est un organe de prévention et de dénonciation. C'était réellement ça. Après, il y a tellement d'ambiguïté dans les textes de la NLC que bon, donc le mérite donc de ce Haut Commissariat, c'est sûr que ces textes sont adaptés à la réalité de la criette, à la réalité peut-être de la BAI, de certains nombres de structures qui existent déjà, et surtout à l'environnement actuel. Mais l'environnement, je pense que le meilleur environnement, c'est la volonté politique. Le meilleur environnement, parce que j'ai écouté tout à l'heure le ministre qui disait que bon, beaucoup de moyens pour peu d'actions, pour peu de résultats. Oui, on peut le percevoir. Parce qu'ils estiment que les résultats sont mitigés. On peut le percevoir comme ça, comme je dis, j'ai séjourné par là et j'ai estimé que la première mandature que nous l'avons animée, nous avons mis beaucoup de cas à l'ouvrage, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de supports de sensibilisation, beaucoup de séances de sensibilisation, traduction des textes en langue nationale, émission en langue nationale. Eh bien, on a fait énormément, en termes de sensibilisation, ça a été fait. Le gouvernement a été régulièrement sensibilisé à un certain nombre de manquements. Le procureur a été saisi d'un certain nombre de dossiers. Mais bon, après, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, aujourd'hui, est marquante. Elle est visible depuis 2016. Donc, du coup, alors, ce Haut Commissariat, dans un environnement où la volonté politique est aussi ferme et engagée comme le système que le président Talon a mis en place depuis 4 ans, et dans un environnement où le régime est apathique, on ne sait jamais, hein, les tests c'est pour les hommes, et les hommes ne sont pas les mêmes. Donc, où le régime devient apathique, il faudrait bien que ce Haut Conseil, ce Haut Commissariat est vraiment une partie quand même donc de l'action en matière de prévention, de dénonciation, et que le lien entre cette structure et la justice soit aussi clairement établi, un peu à l'instar de la scène et que ça soit plus étroit. Et que ce soit en tout cas plus étroit et plus contraignant. Que ce lien soit donc que les actes de dénonciation de ce Haut Commissariat ne restent pas lettres mortes, que l'acte lui soit donné de manière publique. Que l'acte lui soit donné de manière publique, ça lui permet de faire le point entre les actes qu'il va dénoncer et la lecture que le juge ou le procureur aurait fait donc de cette dénonciation. Le Conseil des ministres parle, par exemple, de ce que une telle mission sera confiée à une personnalité, voilà, ayant quand même une carrure professionnelle et morale reconnue. Est-ce que cela manquait?
à la NLC? Pas vraiment, parce que bon, moi j'ai eu la chance de travailler avec feu président Guillaume Goubi. C'est un homme, il a fait la série de la moralisation de la vie publique, il a été président donc de la cour d'appel donc de Cotonou, il a été jugé à la cour, président de la chambre judiciaire. Non, je pense oui, à la Cour suprême, si je ne me trompe. Il a été celui qui a jugé ses collègues dans le dossier des frais de justice criminelle, entre autres. Enfin, c'est pas lui qui a jugé, mais il a instruit. Hein, la Cour d'appel a été aux manettes dans ce dossier-là. Donc, quand vous regardez le pédigré du président Goubi, et à son âme, vous vous rendez compte qu'il y avait les hommes. Et quand les 13 qu'on était, il y avait de la qualité. Le problème important, le problème qui se pose, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, c'est les tests, mais c'est surtout la volonté politique. C'est surtout la volonté politique. C'est-à-dire qu'entre le discours et l'action, il y avait quand même un certain décalage qui était visible. Les moyens ne venaient pas non plus à temps. À l'époque, donc, les moyens ne venaient pas du tout à temps. Il faut les quémander, il faut attendre. Quand vous faites un plan de travail annuel qui attend 6 mois, 7 mois avant que les moyens vous soient donnés, du coup, les moyens sont amoindris, le plan n'est pas mis en œuvre, les gens vous traitent de budgétivore parce que vous ne pouvez pas faire autre chose. Les partenaires techniques vous appuient, mais mettent la pression pour que votre gouvernement aussi vous donne de c'est quand même paradoxal quand on sait qu'on parle de plan de travail annuel. Exactement. Et on reçoit cela, Oui, c'est ça que je vous dis. Donc c'est une affaire de volonté politique. Et si vous comparez ce moment-là à la période du président Talon, et c'est là que l'analyse que le gouvernement a fait, sans doute, s'est focalisé sur ces 4 années peut-être. Si vous regardez le plan, vous allez voir, ici, ils n'ont pas eu besoin d'une pression de la NLC pour aller à des dossiers sensibles. Ils n'ont pas eu pression de la NLC pour ça. Regardez, la CRIET continue de condamner et des cas qui avant auraient pu rester non sanctionnés. Donc, par exemple, la création de la Cour criminelle de l'organisation des infractions économiques et du terrorisme répond clairement au nouveau texte, à la nouvelle dynamique mondiale. Donc, et celui qui est à la tête de la CRIET, c'est quelqu'un qui a habilité, il a tout le... Nous, quand j'étais à la RDC, par exemple, c'est quelqu'un on a eu le plaisir de s'appuyer quelquefois sur les expertises et il en avait suffisamment. Donc, le gouvernement a bien ciblé qui pouvait faire ce jeu, donc jouer ce rôle au niveau de la tête de CRIET. Et vous regardez le procureur spécial, qui a une pratique également. Et donc, le président et le procureur spécial ont donné une visibilité à cette institution par l'action. Mais si on dit par l'action, c'est parce que le gouvernement lui-même a mis les moyens, et il a cru à jouer le jeu. Donc, en la matière, la volonté politique est importante. Et voyez Madame Anne Jaya-Sika qui a été à Djaman, Anne Jaya-Sika, qui a travaillé avec M. Kérékou à la série de moralisation de la vie publique. Quand elle hausse le ton, sous le même régime, en disant que notre peuple pourrait faire beaucoup mieux si la corruption, si elle hausse le ton, en disant un certain nombre de choses fortes, alors qu'elle est conseiller technique, vous comprenez, le chef d'une cellule, et elle le dit. Alors que le chef du gouvernement est là, ça veut dire qu'elle en avait ras le bol. Il y avait un problème de volonté politique. Donc, il y a eu toujours la question de volonté politique en matière de lutte contre la corruption. Ça, c'est important. Et donc, qu'elle soit haut commissariat, ou cellule, ou assemblée, ou autorité nationale, c'est une affaire de volonté. Et donc, le gouvernement Talon n'a pas eu vraiment besoin d'utiliser les expertises de la NLC, tout simplement parce que ils sont arrivés avec une volonté, déjà, ils avaient déjà un certain nombre de connaissances des secteurs où il faut attaquer. Et donc, sachant que la question n'est pas nécessairement la prévention, mais beaucoup plus la répression. La répression. Il faut passer à la répression. On a prévenu pendant longtemps. Donc, en passant à la répression, les gens, dès qu'il y a l'appel du gendarme, les gens se réveillent. Donc, c'est la répression qui permet aux gens de prendre conscience que le fléau est... Nous parlions là du coronavirus et de l'indélicatesse de beaucoup d'incrédules qui se faufilent dans le pays. Mais dès que vous allez voir, dès que une méthode de répression va être plus forte, ils vont disparaître. En fait, les gens fonctionnent à la répression, ils fonctionnent au bruit, ils fonctionnent, comme on le dit de manière vulgaire, ils fonctionnent à la baïonnette.
Ce qui est quand même dommage, parce que quand la liberté, les tenanciers, vous savez, depuis là, vous n'avez entendu la voix d'aucune structure de liberté publique qui a demandé aux gens de respecter la liberté des gens qui vont contaminer quand ils ont la maladie en se promenant. Vous n'entendez pas. Mais lorsque l'appareil de répression de l'État va se mettre en place, vous allez entendre plein de personnes vous parler de la liberté. Et c'est ça, cette confusion, cette irresponsabilité, parfois même d'organisations présumées défendre les droits de l'homme, qui font que les gens se perdent dans ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, en la matière, lutte contre la corruption, la répression, aujourd'hui, est la seule et l'unique voie pour aboutir à des résultats. Donc, le rôle de sensibilisation, le rôle d'information, le rôle de dénonciation, on l'a quand même eu. On l'a eu tellement que, bon, voilà. Et s'il n'y avait pas eu la criette, s'il n'y avait pas eu la volonté manifeste du président Talon d'en découdre avec ce fléau, vous allez voir, le bordel avait commencé et continuer. Et tout le monde vous dira, ici c'est le Bénin. Et ici c'est le Bénin. Donc, là aujourd'hui, quand les gens disent ici c'est le Bénin, ça veut dire que dans ce Bénin, beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, bon vent peut-être à la fin. On attend oui, la naissance, en tout cas on attend les actes juridiques, hein, les actes de conscience de cette structure, et on va voir un peu le contenu, et puis voilà, on peut revenir plusieurs fois là-dessus. Tout à fait, surtout que nous avons, vous êtes à nos côtés, hein, parce que vous avez pris part là, et donc vous pouvez nous rappeler ce qui se passait, ce qui doit se passer maintenant, et ce qui se passe maintenant, et justement, vous l'avez fait encore, cette analyse comparative. Merci beaucoup Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication par ailleurs. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. C'est la fin de ce numéro de votre émission. Le Grand Soir, toute l'équipe vous revient demain à partir de 19 h. D'ici à là, portez-vous bien. Excellente soirée à chacun et à tous.